Ok, écoutez, je vous propose de poursuivre cet après-midi emploi-formation de notre commission d'enquête sur les agences et autres opérateurs de l'État. Monsieur le directeur général, madame le rapporteur, chers collègues, après avoir entendu le directeur général de France Travail, nous recevons à présent monsieur Stéphane Lardy, directeur général de France Compétences. Bonjour monsieur. Créé le 1er janvier 2019, France Compétences a pour objet la gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sa première mission consiste à répartir et assurer le versement des fonds mutualisés auprès des différents acteurs et institutions du champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage. À ce titre, France Compétences reçoit le produit de plusieurs taxes affectées pour un montant supérieur à 11 milliards d'euros, soit plus de la moitié de l'ensemble des taxes affectées à des opérateurs. France Compétences n'est pas seulement un canal de financement, l'agence a aussi pour mission d'organiser le conseil et en évolution professionnelle, donc le fameux CEP, pour les actifs occupés hors agents publics et de maintenir le répertoire national des certifications professionnelles et le répertoire spécifique. Vous émettez également des recommandations sur les coûts, les règles de prise en charge et l'accès aux formations. Enfin, vous assurez une veille sur les coûts et les règles de prise en charge en matière de formation professionnelle lorsque les prestataires perçoivent un financement public. Votre établissement résulte de la fusion du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'environnement professionnel, du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de la Commission nationale de la certification professionnelle. Je vous poserai donc la même question qu'aux autres opérateurs. Pouvez-vous faire un bilan de ces fusions ? Avez-vous rencontré des difficultés liées à des cultures professionnelles ou des statuts de personnel différents ? Et estimez-vous que cette fusion a permis soit d'améliorer le service rendu, soit de réaliser des économies d'échelle ? Peut-être ces difficultés éventuelles doivent être relativisées par le fait que, bien que vous soyez l'un des opérateurs qui manipule le plus d'argent public, vous êtes aussi l'un de ceux qui a le moins de personnel selon les documents budgétaires. En effet, 91 équivalents temps plein travaillés seulement, ce qui vous fait de vous une des structures les moins gourmandes en personnel, évidemment. S'agit-il bien des effectifs complets ? Parce que ça paraît tellement incroyable. Avez-vous recours à des intermédiaires ou des sous-traitants ? Nous organisons nos auditions par domaine de politique publique, et cet après-midi la politique inférieure du travail et de l'emploi, afin d'identifier les possibilités d'amélioration de celle-ci par réduction de doublons entre opérateurs, les services de l'État et les collectivités territoriales. Pourriez-vous nous expliquer le partage de compétences avec France Travail, auditionné juste avant vous, ainsi qu'avec les autres opérateurs du domaine de la formation et les compétences de l'administration centrale et des collectivités territoriales, notamment les régions ? Je vous propose, parce qu'en fait on a pas mal de questions, notamment Madame le rapporteur a prévu un cycle de questions assez important, de passer directement aux questions, tout simplement, en ne faisant pas appel à un propos liminaire qui serait peut-être même redondant par rapport aux éléments que vous avez déjà pu apporter dans les questionnaires qu'on a envoyés. Par contre, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct, en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte rendu sera réalisé. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 14 et 15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement, de 45 000 à 100 000 euros d'amende. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vous invite donc à prêter serment et à dire toute la vérité, avec la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Parfait. Écoutez, j'ai passé la parole à Madame le rapporteur sur une première série de questions et on demandera à Madame Séné, notre sénatrice présente avec nous sur cet après-midi, de poser les questions qu'elle a préparées de son côté. Merci. Donc, monsieur le directeur, je vais commencer par des questions sur les attributions de France Compétences. Donc, dans un référé de 2022, la Cour des comptes estimait que, compte tenu de la place centrale de France Compétences dans le financement et la régulation de la formation professionnelle et l'alternance, l'État gagnerait à l'associer plus étroitement à la préparation et au suivi des prochaines conventions pluriannuelles qu'il conclut avec les opérateurs de compétences et la Caisse des dépôts et consignations qui gèrent les principaux dispositifs. Donc,
cela a-t-il été réalisé? Si France Compétences a une place si centrale au point qu'il soit nécessaire de l'associer à des tâches qui relèvent de la tutelle d'autres opérateurs, pourquoi est-ce qu'on ne confierait pas tout simplement ces missions à un service de l'administration centrale? Pour répondre à votre question, Madame la rapporteure, la réponse est non. Nous n'avons pas été associés au dialogue plutôt un dialogue de gestion, puisque effectivement la DGEFP organise un dialogue avec les OPCO dans le cadre de leur com. Et donc France Compétences, nous, n'a pas été associés à cette négociation des conventions d'objectifs et de moyens. Est-ce qu'il serait pertinent que France Compétences y soit associée? France Compétences n'est pas la tutelle des opérateurs de compétences. Donc, donc la question est de savoir sur quoi nous serions associés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens des OPCO, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc ce n'est pas une réflexion qui a été engagée par rapport notamment aux recommandations de la Cour des comptes. Idem pour la CDC. Je pense que je l'évoquerai plus tard, nous, on a des vrais rapports assez étroits avec la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, notamment dans le cadre du compte de personnel de formation, dans le cadre des contrôles qu'on fait des organismes de certification. On a des réunions tous les 15 jours avec la CDC. On a également des relations, bien évidemment, avec les opérateurs de compétences, mais ce ne sont pas des relations tutélaires. On a un dialogue de gestion, ou ne serait-ce qu'un dialogue de gestion financier permanent entre les équipes financières de France Compétences et les équipes financières des opérateurs de compétences. Ne serait-ce que cet après-midi, il y a une réunion entre les directions des affaires financières de France Compétences et la direction des affaires financières de l'OPCO des entreprises de proximité, voilà, sur les sujets d'engagement budgétaire. Mais il n'y a pas, effectivement, nous ne sommes pas associés au COM des OPCO. Je ne suis pas sûr que ce soit un souhait d'ailleurs de la part de France Compétences. J'allais vous poser la question, vous ne partagez pas du coup cette recommandation de la Cour? Non, parce que la question pour moi, c'est quelle serait la valeur ajoutée de France Compétences dans son association, dans l'association à la négociation des COM entre la DGEFP et les OPCO. C'est la même réponse que j'avais faite d'ailleurs quand j'avais été auditionné à la Cour des comptes. Je ne vois pas pour l'instant la valeur ajoutée. Parfait, merci. Donc, le même référé de la Cour des comptes considère que le conseil d'administration n'a qu'un pouvoir limité sur la situation financière de l'établissement et semble donc suggérer d'organiser en conséquence le dialogue entre l'État et les partenaires sociaux dans d'autres instances que le conseil d'administration. Qu'est-ce que vous en pensez? France Compétences, c'est un établissement public administratif. Donc, bien évidemment, in fine, c'est l'État qui a la main sur les financements qui sont octroyés à différents acteurs qui sont principalement la Caisse des dépôts et consignations et les opérateurs de compétences, mais pas uniquement, mais enfin principalement ces deux institutions, ces deux structures. C'est un débat... alors, plusieurs choses. Oui, c'est un débat qui... Alors, je rappelle que le Conseil d'administration de France Compétences, c'est quadripartite, des représentants des partenaires sociaux, donc les 5 OS et les 3 OP, des représentants de régions de France, des représentants des ministères, DGEFP, Direction du budget, et 3 ministères certificateurs, enseignement supérieur, éducation nationale et agriculture, et deux personnes... de personnalités qualifiées. Donc c'est un vrai... je pense qu'il y a comment dire... Le débat, c'est qu'effectivement, on peut avoir des partenaires sociaux et des régions qui reprochent à France Compétences de ne pas être un lieu stratégique. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de débat stratégique au sein de France Compétences, mais in fine, je rappelle quand même que les décisions de France Compétences n'ont jamais fait l'objet, depuis sa création, de bloc contre bloc. Il n'y a pas de bloc contre bloc. Voilà. On n'a jamais eu de décision, notamment en matière de budgétaire, de décision avec un bloc partenaires sociaux régions contre un bloc État personnalité qualifiée. Ça n'est jamais arrivé. Donc, pour autant, effectivement, alors moi, on avait discuté ça dans le cadre de la mission d'information du Sénat avec les rapporteurs. Je pense que France Compétences a une assemblée générale qui a été créée par décret, très calmement après la loi. Je rappelle que dans le cadre du projet de loi,
Il y avait notamment un nombre d'amendements très important. France Compétences, il n'y aurait pas eu 15 personnes au sein de France Compétences, mais on serait à peu près 200. Hein, donc voilà. Donc en termes de capacité à travailler, voilà. Pour autant, l'Assemblée générale, ce sont un certain nombre de structures, d'institutions qui ne sont pas membres du conseil d'administration de France Compétences. Et effectivement, les attributions de cette Assemblée générale ne sont pas très, très importantes, puisque c'est dans le cas on présente le rapport d'activité, et c'est plutôt un lieu d'expression. On a l'ensemble des consulaires, France Université, les organisations syndicales et patronales intéressées, mais qui ne sont pas interprofessionnelles. Voilà. Donc, moi, ce que j'avais suggéré, c'est que l'Assemblée générale pourrait avoir un rôle stratégique, pourrait avoir un rôle plus stratégique que ne l'est France Compétences dans son conseil d'administration, qui bien évidemment, à un moment, prend des décisions opérationnelles. Donc je pense que on a une structure qui peut être un lieu de débat, qui convient de renforcer. France Compétences, c'est un lieu d'expertise aussi pour les administrateurs et pour les membres de l'Assemblée générale. Donc on peut très bien envisager que nous, par notre expertise, on fait de l'aide à la décision. Donc voilà, je ne dis pas que c'est le modèle du corps, mais je pense qu'on a un élément en tout cas la structure elle existe, elle pourrait être enrichie d'un certain nombre de missions qui permettraient effectivement que ça soit un vrai lieu de débat plus stratégique, encore que je pense que nous avons un débat stratégique, mais qui effectivement dans les faits ne peut frustrer un certain nombre de membres du conseil d'administration, même si ils le reconnaissent également, mais si je pense que c'est un lieu, de par les commissions que nous avons, c'est aussi un lieu de réflexion, et les membres du conseil le reconnaissent également. Mais voilà, on a effectivement, je pense, une structure qui pourrait être, en tout cas une assemblée générale, qui pourrait être plus stratégique qu'elle ne l'est, et répondre peut-être aux demandes d'un certain nombre de membres du conseil d'administration. Merci. On aura l'occasion de revenir après sur les questions budgétaires. Dans un rapport de 2024 consacré à la régulation financière des centres de formation pour apprentissage, l'IGAS recommandait de faire évoluer le rôle de France Compétences pour passer d'une instance de régulation à une instance de contrôle dotée d'un pouvoir de sanction administrative. Comment est-ce que vous avez reçu cette recommandation? Est-ce que vous l'avez mise en place? Si oui, totalement, partiellement ou... Alors pour l'instant, elle n'est pas mise en place. Je pense que France Compétences remonte des comptabilités analytiques des CFA, des centres de formation d'apprentis, puisqu'ils ont une obligation depuis 2018 d'avoir une comptabilité analytique. Nous, on a agi de façon empirique, puisqu'on n'avait pas de liste de CFA. Ce qu'on constate, c'est que la très grande majorité des centres de formation d'apprentis font remonter leur comptabilité analytique, puisque quand on rapproche les effectifs d'une année, on se rend compte qu'on couvre à peu près 93-95% des apprentis. Voilà. Je voudrais juste rebondir là sur oui. Ce que vous venez de dire. France Compétences n'avait pas une liste des CFA, donc ça veut dire qu'on ne dispose pas en France d'une liste exhaustive des CFA, ni dans le ministère, ni nulle part. Non, il faudrait... alors, c'est les déclarations qui sont faites auprès des DRET, voilà, mais que je n'ai pas. Donc ça veut dire voilà. qu'aujourd'hui, vous, opérateur de l'État, pour ce sujet-là, vous ne disposez pas de la liste consolidée des déclarations faites auprès des DRET. Non. Donc vous êtes obligé de refaire le travail à côté, si jamais vous voulez savoir si vous avez une remontée exhaustive des informations. On serait obligé de le faire, oui. Donc en fait, nous, on rapproche le nombre d'effectifs, voilà, le nombre d'effectifs d'apprentis au cours d'une année avec les déclarations, et on fait de compte, effectivement, le taux de couverture est à peu près 93-95% des apprentis d'une année sur nos CFA. Alors après, sur la sanction administrative, elle n'existe pas. Potentiellement, donc, on peut avoir un certain nombre de CFA qui ne nous remontent pas leur comptabilité analytique. Comme je dis, moi, je ne sais pas. Et donc ça, c'est un sujet qu'on a abordé avec notre tutelle, parce que pour l'instant, je suis dans l'incapacité de sanctionner. Je n'ai pas légalement des pouvoirs de sanction. Donc pour l'instant, ce que nous constatons, c'est que les CFA jouent le jeu. Mais la crainte qui peut subvenir, c'est qu'à un moment, des CFA
comme il n'y a pas de sanction, n'aient pas d'intérêt à remonter leur comptabilité analytique. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Mais effectivement, je n'ai pas de pouvoir de sanction et c'est effectivement un enjeu. Alors, après, moi, la question, ça a déjà été évoqué. Effectivement, le rapport de l'IGAS l'évoquait. Il l'a réévoqué d'ailleurs dans le rapport sur l'évaluation de la Convention d'objectifs et de performance, qui a été rédigé dans le cadre de notre future COP. Le sujet, pour moi, en tant que France Compétence, ce n'est pas forcément qu'on ait le pouvoir de sanction, c'est qu'il y ait une sanction. C'est ça le sujet. Et donc ça, la tutelle est en train de regarder, le ministère du Travail est en train de regarder effectivement la mise en place d'une sanction administrative. Après, qu'elle ne soit pas portée par France Compétences, ce n'est pas le sujet. Nous, par contre, il faut qu'on ait un droit d'alerte. Voilà, on alerte. Et puis effectivement, la sanction peut être prise par l'administration centrale dans le cadre de son pouvoir de sanction. Ça, c'est pas... Voilà. Et donc, c'est en disons, forte réflexion au sein de l'administration pour que, par une mesure décrétale, on puisse avoir une sanction administrative. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié des points de frottement entre vos missions et celles de France Travail, de sujets que nous avons identifiés? Par exemple, est-ce que vous faites tous les deux de la statistique ou des études, en plus de celles qui peuvent être produites par la DARES ou l'INSEE? Et est-ce que vous avez des bases de données partagées sur les bénéficiaires d'aide, ou alors le RGPD s'oppose totalement, mais comme on a compris, vous n'avez même pas les données produites par l'administration? Alors sur les zones de frottement, alors on en a peu, potentiellement on peut en avoir, notamment sur le Conseil en évolution professionnelle, puisque c'est une des missions de France Compétences. Historiquement, depuis la création du CEP en 2014, il y a 5 opérateurs qui font du conseil en évolution professionnelle. Et la loi de 2018 a transféré effectivement la mission qui était dévolue aux ex-fonds GESIF à France Compétences. Donc ils pilotent un marché par de lots régionaux. Donc c'est un marché de 400 millions d'euros sur 4 ans. Donc actifs occupés, donc très majoritairement des salariés. Et quand même quelques travailleurs indépendants puisqu'ils sont éligibles au conseil en évolution professionnelle. Donc nous, on travaille, et donc à côté, vous avez la PEC, Mission Locale, Cap Emploi et France Travail. Donc déjà, nous, on a un système qui permet d'aiguiller les personnes. Donc ça, c'est dans le cahier des charges des opérateurs régionaux. Ils ont une obligation d'aiguillage, effectivement, pour lorsqu'un demandeur d'emploi va interroger un prestataire régional, le prestataire régional doit effectivement le renvoyer sur France Travail. Idem pour la PEC, on a des conventions avec la PEC. Donc voilà. Après, d'un point de vue global, bien évidemment, on pourrait imaginer, donc le CEP, on est parti en 2020, alors pendant la crise Covid, mais le marché s'est décliné en 2020 à peu près 100 000 personnes qui bénéficient du conseil en évolution professionnelle, de notre compétence avec les prestataires régionaux. On est à peu près à 200 000 personnes qui ont bénéficié de ce droit, parce que c'est d'abord un droit, avant d'être un dispositif. On pourrait imaginer qu'il y ait une zone de frottement, on pourrait dire le CEP, c'est France Travail qui le fait. Je rappelle que la loi de 2008 avait envisagé, lors de la fusion ACDIC-NPE, que France Travail fasse du service pour les salariés. Voilà. Très clairement, je pense que si on confiait cette partie du Conseil d'évolution professionnelle à France Travail, ce serait une dilution totale du service que nos prestataires régionaux font auprès des salariés actifs. C'est ça la réalité. Voilà. Parce que, bien évidemment, après, par nature, un conseiller Pôle emploi, il fait du CEP. Voilà. Mais le risque, c'est que c'est une dilution de ce service. Et actuellement, ce qui n'est pas le cas, parce que le CEP des salariés est quand même bien identifié maintenant auprès des opérateurs régionaux, en collaboration étroite, puisqu'ils ont des obligations de partenariat avec les régions. Donc oui, ça c'est... Après, nous, on n'a pas de base de données partagée avec France Travail. Et sur l'aspect statistique par rapport à ce que peut faire l'INSEE ou la DARES?
Alors nous, alors France Compétences a une mission effectivement qui est pas. On fait de l'évaluation, mais plutôt sur nos objets. France Compétences fait de l'évaluation et de l'étude sur nos objets, qui sont particulièrement l'apprentissage. Par exemple, on a lancé une étude qu'on avait déjà faite, mais qu'on pousse un peu plus avec les données que nous gérons, notamment les comptabilités analytiques, sur le modèle économique des CFA. Voilà, par exemple, voilà, pour dire c'est quoi le modèle, comment ce modèle se structure depuis la loi de 2018, comment il se modifie, quelles sont les marges qui sont faites. Après, chaque année, on a un travail de coordination des études avec les administrations, notamment l'ADARES, le CEREC, France Stratégie, afin soit de faire des études conjointes, soit en gros, l'objectif c'est de ne pas se marcher dessus. Voilà. Donc par exemple, on fait l'enquête sur la formation des salariés. C'est l'enquête EFE, qui est une enquête qu'on fait avec INSEE, DARES et France Compétences. Voilà. Donc l'objectif, chaque année, chacun regarde son programme de travail. Nous, on a une commission d'évaluation qui est actuellement en présidence salariée, où effectivement on peut avoir notre propre programme, mais ce programme est forcément partagé avec la DARES, CEREC, l'INSEE parfois, et la CDC, parce que par exemple on a fait une étude conjointe avec la CDC sur les usages du CPF, du compte personnel de formation. Donc on prend toujours soin de ne pas être redondant, et effectivement une des préconisations notamment de la Cour des comptes, c'est effectivement qu'on recentre, et c'est ce qu'on est en train de faire, qu'on recentre vraiment l'ensemble de nos études sur notre champ de compétences qui peuvent être le CPF, qui peuvent être les questions budgétaires, qui peuvent être le CEP et beaucoup le sujet sur l'apprentissage. Mais par contre, on a vraiment ce partage chaque année, en début d'année, pour partager nos programmes de travail et pour que ça ne soit pas redondant. Merci. Sauf si Ghislaine ou le président ont des questions sur la partie champ de compétences, sinon on va passer aux questions budgétaires. Où là, Alors moi, j'ai une première question vraiment un peu simple, et comme le président en faisait état, vous n'avez que 91 ETP et pour gérer un budget qui était de 15,2 milliards d'euros de dépenses en 2024 pour 14,1 milliards de recettes. Alors, vous allez me dire 91, c'est toujours plus que ce qui est à la FIT. Mais on peut se poser la question de pourquoi avoir besoin d'un établissement finalement avec si peu de personnes pour gérer finalement ce qui relève surtout être un canal de financement. Et est-ce que tout ça pourrait pas être réinternalisé à l'intérieur du ministère du Travail, quitte à confier la partie financement, par exemple, à l'Agence des services de paiement ? Alors d'une part parce que France Compétences, c'est pas qu'un répartiteur. Voilà. Donc quand vous avez le système de formation professionnelle est un système également qui... en fait, en gros, France Compétences sur les questions de financement n'est pas qu'une boîte aux lettres, puisque par le système, notamment sur les questions d'alternance, il y a un système de péréquation, c'est-à-dire que, qui est un système qui préexistait, qui existait. Mais qui était uniquement valable pour les contrats de professionnalisation, qui a été étendu aux contrats d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on a un mécanisme de répartition de la collecte auprès des opérateurs de compétences, qui est un mécanisme assez compliqué, parce qu'effectivement, on va collecter les données de l'URSSAF et de la MSA pour la partie agricole, du GIP-MDS, et effectivement, on a créé un SI spécifique, parce qu'après, on a un certain nombre de données qui arrivent, masse salariale, entreprise, l'IDCC, et notre travail, c'est de bien répartir les contributions qui reviennent aux 11 OPCO. Donc c'est un travail quand même qui est très fin, très technique, et on a utilisé d'ailleurs de l'IA. On a des systèmes d'alerte parce qu'effectivement, on a des IDCC qui sont mal remplis, qui ne sont pas remplis. On a des entreprises qui disparaissent, qui changent de convention collective. Donc on a des systèmes d'alerte qui nous permettent effectivement. Et donc nous, on a ce rôle-là de répartition, de la bonne répartition des enveloppes budgétaires. Je ne suis pas sûr, très honnêtement, que ce soit le rôle de l'administration centrale de faire ça. Nous, on a une compétence technique là-dessus. Et après, comme je le disais, on a un système de péréquation. C'est-à-dire que sur, en gros, les 9 milliards de
de l'alternance, qui comprend apprentissage majoritairement, mais professionnalisation aussi. On fait une dotation socle aux opérateurs de compétences. Et par exemple, quand vous avez un opérateur de compétences qui a consommé sa dotation socle, en fonction d'un certain nombre de critères légaux et réglementaires, il peut effectivement aller demander à France Compétences une dotation supplémentaire pour financer l'apprentissage. Voilà, c'est ce qu'on appelle la péréquation. Ça implique également un dialogue de gestion. Voilà, je vous prenais l'exemple de cet après-midi. Je rappelle que France Compétences, c'est un point important. C'est un EPA, mais un peu particulier, puisqu'il a une comptabilité d'engagement, puisque notre interlocuteur principal, ce sont des associations, donc à statut particulier, mais associations comme les OPCO ou les ATPRO. Donc on est en comptabilité privée. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, qu'on a une comptabilité d'engagement. Et donc on a un dialogue de gestion permanent. On fait des états de rapprochement. Mes équipes font des états de rapprochement très régulièrement avec les OPCO, parce qu'entre engagement et consommation, et puis effectivement, on peut avoir, et ça joue bien évidemment sur notre budget en termes d'engagement. Voilà. Donc ça, c'est un travail technique, mais c'est un travail il y a un travail technique d'avoir la bonne donnée, de retraiter la bonne donnée, de bien la répartir. Par exemple, on peut avoir des cas où, effectivement, on a une entreprise qui se trompe d'IDCC, qui ne fait pas le bon IDCC. Nous, notre système d'information émet une alerte. Donc, on alerte les deux OPCO qui potentiellement... On avait historiquement, par exemple, depuis la 2018, c'est l'IDCC applicable. Avant, c'était l'IDCC appliqué. Ce qui fait qu'on avait des usages de conventions collectives, par exemple dans le secteur historique de la métallurgie, vous avez beaucoup de cabinets conseils en engineering qui effectivement appliquaient la convention collective de la métallurgie. Maintenant, c'est plus possible, c'est Syntec. Donc on avait quand même des usages. Donc s'il y a ces cas-là, le système nous alerte effectivement, et nous, on alerte les deux OPCO, et les deux OPCO doivent se rapprocher et trouver une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est l'administration centrale qui arbitre, parce que c'est donc la DGEFP, puisque c'est elle qui, par arrêté, établit les champs de compétences. Il n'appartient pas à France Compétences d'arbitrer. Par contre, si effectivement, nous, notre rôle, c'est d'alerter et de donner la bonne allocation au bon endroit. Donc ça, c'est un travail technique. Après, bien évidemment, comme je le disais, tout un travail de dialogue de gestion. Là, les OPCO sont en train de faire les arrêtés de compte. Nous aussi, on a notre arrêté de compte au mois de juin. Et donc, on a un travail de dialogue de gestion, de rapprochement bancaire qu'on va demander aux opérateurs de compétences. Donc, c'est un travail quand même qui est très technique. Après, on a des relations avec l'ASP. Vous évoquez l'ASP. L'ASP, on a une convention avec l'ASP parce que France Compétences finance également le permis de conduire des jeunes apprentis, les 500 € depuis la 2018. Donc, et là aussi, on a un dialogue de gestion. Et nous, tout notre dialogue que l'on fait, c'est donné en fonction des besoins de trésorerie. Voilà, ça, c'est un enjeu pour nous. Je pense que vous évoquerez le sujet de la situation budgétaire de France Compétences. Donc, voilà, ce dialogue de trésorerie, ça implique de la technicité. Donc, bien évidemment, je ne vais pas vous dire que l'administration centrale n'aurait pas de compétences à ce niveau-là, mais ça demande quand même une connaissance. Et nous, on a quand même une direction financière, notamment une directrice financière, et avec son équipe qui connaît les OPCA et les OPCO depuis 15-20 ans. Donc c'est quand même un écosystème très particulier en termes les OPCO, d'ailleurs, ont un plan comptable particulier. Et donc ça, c'est quand même cette connaissance très fine, ce dialogue de gestion, je pense, Alors, d'une part, je ne pense pas que ça soit le rôle de l'administration centrale de le faire. Alors, peut-être que vous me direz c'est peut-être le rôle de l'ASP, mais c'est un dialogue très très fin et continu de dialogue de gestion qui, je pense, ne peut pas actuellement être fait par quelqu'un d'autre. Alors, vous dites ne peut pas être fait par quelqu'un d'autre. Est-ce que surtout il ne peut pas être fait en interne à l'État, d'une part parce que votre comptabilité et les mouvements que vous faites ne seraient pas compatibles avec le cadre de la LOLF, première question. C'est le cas. Et est-ce qu'il ne pourrait pas être fait parce que en fait, vous pouvez embaucher des compétences ou en tout cas les rémunérer à des niveaux que vous ne pourriez pas verser si ces personnes étaient payées par l'administration centrale? Parce qu'il y a aussi ces questions-là en fait. Parce qu'après, finalement, faire du contrôle des dialogues de gestion, vérifier des déclarations d'entreprise, on trouve des agents dans l'État qui le font dans d'autres politiques publiques. Donc, Alors moi, je connais pas suffisamment les rémunérations de l'administration centrale sur ces questions-là. Voilà, bon, c'est une équipe de 6 personnes chez nous qui fait ça. qui sont des agents de droit public ou Privé. tous privés, vous n'avez pas de fonctionnaires?
France Compétences, on a 8 personnes détachées. Tous les autres sont des salariés de droit privé. Parce qu'en fait, historiquement, on a repris quand même des structures. Vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, c'est France Compétences, c'est une fusion, une reprise d'activité de 4 structures, notamment le Fonds paritaire, qui était une association. Et donc la loi, effectivement, indique, de par l'utilisation de 1224-1, elle faisait que ces personnes étaient reprises. Donc la majorité des 91 personnes sont des salariés. Et nous, nos relations d'ailleurs collectives individuelles sont des relations issues on est soumis au Code du travail. Voilà. Donc avec une grille de classification, un accord sur les conditions de travail, un CSE, une négociation annuelle des salaires, etc. C'était un peu le modèle Pôle emploi qui a été repris. Mais je pense que la difficulté, effectivement, comme vous l'avez évoqué, c'est que je pense qu'on serait la comptabilité publique, on aurait un problème, effectivement, de compatibilité entre une comptabilité publique et la comptabilité d'engagement des OPCO. Donc pour nous, c'est quand même beaucoup plus facile. Alors, il faut bien s'accrocher. Aujourd'hui, le pacte d'investissement dans les compétences, donc qui est opéré par France Travail, est partiellement financé par un fonds de concours alimenté quand même à hauteur de 1,1 milliard en 2025 par France Compétences. Ce fonds de concours fait l'objet chaque année de reports importants en raison notamment des fortes sous-consommations. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de cette mécanique budgétaire entre 2 opérateurs du même ministère? À votre tête, je ne vois pas de justification. Non, mais on a eu on sort d'un conseil d'administration de ce matin, donc où on signait, alors budgétairement, alors je rappelle que c'est le plan d'investissement dans la compétence, effectivement, 2018-2022, c'était 1,6 milliard. Et budgétairement, maintenant, depuis 2022, c'est 800 millions d'euros, qui sont hors répartition budgétaire, puisqu'après on fait une répartition dans le cadre du conseil d'administration. Le conseil d'administration de France Compétences l'a redit, enfin beaucoup de mots, en disant alors là on a signé la convention avec l'État, donc passé en délibération ce matin au conseil d'administration, c'est effectivement l'objet d'un fonds de concours. Et effectivement, beaucoup de membres du conseil d'administration, notamment les partenaires sociaux, mais ce n'est pas la première fois, s'interrogeant sur, effectivement, disant qu'ils reviendraient plus à ce que les 800 millions d'euros, en tout cas budgétaires, soient mieux utilisés pour la formation des salariés, notamment dans le plan de développement des compétences ou les CFA. Moi, ça me baisserait mon déficit. Donc voilà, moi après, je n'ai pas à émettre d'avis, c'est la loi qui a fait ça, mais bien évidemment, si on parle du déficit de France Compétences, il ne s'agit pas pour moi d'émettre un avis en disant oui, il faut financer. Alors d'une part, ça existait un petit peu avant la loi de 2018. Il y avait déjà les OPCA finançaient un petit peu les demandeurs d'emploi quand même. Ce n'était pas non plus à zéro, mais pas de ce montant-là. Parce que ça fait l'objet, après, c'est plutôt dans les cas des prix qu'il y a des conventions, puisque les régions ont une compétence de droit commun en matière de formation de demandeurs d'emploi. Donc moi, il ne m'appartient pas d'émettre un avis sur le bien fondé ou pas de ce qui était fait. Je constate simplement, et je le redis régulièrement, donc je dis devant cette commission, c'est qu'effectivement, ce fonds de concours, cette dotation à l'État, c'est potentiellement, alors je ne vais pas refaire la somme, mais depuis, c'est 8 milliards d'euros et qui impacte très fortement le budget de France Compétences, bien évidemment. Donc voilà, et donc, comme je vous le disais, les membres du conseil d'administration régulièrement s'interrogent sur, et puis effectivement, un membre du conseil d'administration nous a dit ce matin, mais nous on est aveugles. Je dis c'est un aveuglement partagé. Voilà. Rien ne justifie cette tuyauterie budgétaire un peu compliquée d'argent qui passe par France Compétences pour repartir chez France Travail. Parce qu'on pourrait peut-être imaginer un mécanisme plus simple ou directement... Moi, je ne suis pas un spécialiste de la mécanique budgétaire. Donc, voilà. Donc, ça a été construit comme ça. On avait émis quelques interrogations sur le fonds de concours. Puisque quelque part, le fonds de concours implique un acte volontaire de la part de l'opérateur ou de la structure qui dote. Donc bien évidemment, quand vous avez un texte qui vous dit de toute façon il y a 1,6 milliard ou 800 millions qui partent, voilà, donc c'était plus intéressant, mais je parle là sous réserve parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de droit budgétaire. Alors on va continuer sur ces histoires peut-être de simplification possible.
Donc je suis désolée, je détaille les acronymes si jamais il y a des gens qui regardent cette audition pour comprendre de quoi on parle. Le produit de la CUFPA, donc contribution unique à la formation professionnelle et à l'apprentissage, est collecté par les URSSAF et la MSA, donc Mutualité Sociale Agricole, qui la reverse à France Compétences, qui verse ensuite des dotations aux OPCO, donc c'est les opérateurs de compétences, lesquels reçoivent également des contributions conventionnelles prévues par des accords collectifs de branche et des versements volontaires des entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait un moyen de simplifier ce circuit de transfert de fonds entre différents opérateurs publics, dans l'idée de contribuer à la lisibilité de l'action publique, qui est quand même aussi un sujet de notre commission d'enquête? Bon, je pense qu'on a pas mal avancé depuis 2018. Je rappelle qu'en 2018, on avait je rappelle quand même qu'en 2018, c'était les OPCA qui étaient collecteurs de la contribution formation et qu'on avait 47 collecteurs de la taxe d'apprentissage dans ce pays. 47. Donc je pense qu'on a fait quand même une grosse étape de simplification. Maintenant, URSSAF et MSA collectent. Voilà. Il n'y a plus de mécanisme. Voilà. Les OPCA, qui étaient des organismes paritaires collecteurs agréés, sont devenus des opérateurs de collecte, ils ne collectent plus. Parce que le projet de loi et le législateur a considéré que ce n'était pas la fonction essentielle d'un opérateur de compétences que d'être collecteur. Donc pour répondre à la question, je pense qu'il y a déjà une très grande simplification et qu'elle a été faite en 2018. Donc est-ce qu'on peut encore plus simplifier ? Je ne sais pas. Il me semble que la mécanique est assez simple. Après, avant, effectivement, même dans la DSN, maintenant, vous avez une contribution unique. Donc la CUFPA, c'est une contribution unique. La partie formation, la taxe apprentissage de 0,68 et puis le 0,55. Il me semble que dans la DSN, en tout cas, ça a été une simplification également pour les entreprises. Donc le gros du travail, je pense, en termes de simplification de la collecte, de la remontée, de la redescente, a été faite. Voilà. Non, mais enfin, je crois que moi, quand je suis arrivée à la mission emploi-travail, j'ai demandé d'avoir un tableau récapitulatif de toutes les missions, de tous les dispositifs emploi-travail. Je n'ai encore à ce stade jamais pas reçu. Enfin, je veux dire, tout ça est très, très complexe. Mais moi, j'ai une question quand même très, très précise. On sait que, donc vous êtes chaque année totalement dépendant en fait et des décisions du législateur et de l'État sur les financements, que vous êtes donc en 2024 vous étiez déficitaire d'1 milliard. Je sais également que pour vous en fait vous apprenez souvent en fonction des débats, des PLF, des décisions, et notamment vous devez en règle générale avec votre conseil d'administration activer des lignes de trésorerie sur lesquelles vous n'avez pas pu absolument anticiper puisque on vous met devant le fait accompli. Activer au dernier moment des lignes de trésorerie engendre des frais, des taux supplémentaires. Moi, je voudrais avoir très concrètement des pénalités si vous avez pris une ligne de trésorerie mais que vous n'avez pas utilisée. Je voudrais avoir très concrètement pour 2024, alors vous n'avez certainement pas le chiffre là, mais j'aimerais avoir finalement le montant, l'impact que ça a pour France Compétences de finalement cette dépendance, ou en tout cas ce manque de visibilité ou cette obligation de réactivité, je ne sais pas comment définir ça, mais je trouve que ce serait en tout cas pour éclairer ici la commission d'enquête, ce serait intéressant de voir l'impact que ça a très concrètement pour France Compétences. En tout cas, moi, c'était la question sur le déficit. J'ai une autre, en tout cas sur la gestion, j'ai une autre question. On avait eu aussi, à l'occasion de la mission et du PLF 2025, vous évoquiez justement le fait que l'équipe était effectivement restreinte. Que vous étiez confronté à des pertes d'expertise, de compétences pour des questions de renouvellement de personnes. Moi, je souhaiterais vous entendre justement sur la taille du service France Compétences, sur peut-être des évolutions qui vous obligent à prendre des missions supplémentaires, alors que vous êtes déjà en flux tendu. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire aujourd'hui très concrètement si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de plus de moyens humains pour continuer à poursuivre correctement vos missions.
Alors je vais bien évidemment répondre à votre question, en même temps répondre aussi à Madame la rapporteure sur cette sorte de grand écart entre budget d'investissement, budget d'intervention et budget de fonctionnement. Je crois que c'est pas forcément antinomique, parce que je reconnais quand même qu'on a effectivement une fonction de répartition. Donc voilà, c'est pas non plus voilà, la répartition avec maintenant les formes d'automatisation, voilà, ça peut se faire. Voilà. Après, comme je l'évoquais, c'est un dialogue de gestion, mais qui peut se faire. On n'a pas besoin non plus de 10 000 personnes pour faire de la répartition financière et de contrôler la bonne allocation des ressources en dialogue de gestion. Après, France Compétences, la plus grosse direction, c'est la direction de la certification. C'est à peu près 30 personnes, parce que effectivement, on a repris l'émission de la CNCP. La DSI chez nous est très importante, parce qu'on embarque beaucoup de sujets, de systèmes d'information qu'on a créés nous-mêmes, ou alors on est en relation, effectivement, quand vous faites la répartition de la collecte, c'est un SI qu'on a créé. Quand on fait du CEP, c'est un SI qu'on a construit nous-mêmes, ne serait-ce que pour piloter les opérateurs, en termes de facturation, de contrôle de services faits. Donc, c'était des choses qu'on a créées ex nihilo. Et effectivement, on avait eu comme on a beaucoup de rapports de l'IGAS et de l'IGF, on avait eu un premier rapport de l'IGAS et de l'IGF qui avait effectivement constaté notre fragilité. À l'époque, on est parti avec 4 informaticiens. Hein. Donc, maintenant, il y en a 14. Donc, c'est une maille suffisante. Après, effectivement, c'est un opérateur... Alors moi, je ne crois pas, franchement, moi j'ai envie de dire, mais j'ai envie de dire, France Compétences, ça peut être un modèle. Hein. C'est un modèle d'un opérateur qui n'est pas très gros et qui fonctionne bien. Voilà, donc je rappelle, la mission sénatoriale l'a évoqué, la Cour des comptes a dit qu'on fonctionne plutôt bien, et le rapport d'évasion de la Côte de l'IGAS dit qu'on a un opérateur qui fonctionne bien. Donc c'est un opérateur qui fonctionne bien, parce qu'on a des gens qui sont très investis, qui travaillent beaucoup, et voilà, ils ont une mission de service public. Pour autant, c'est un opérateur qui, effectivement, peut être fragile. Parce que, voilà, on a... par exemple, quand on analyse des comptabilités analytiques, on utilise, effectivement, on fait du codage. Hein, nous, on utilise un codage un langage qui s'appelle R, qui est un langage très spécifique, qui nous permet d'analyser. Et on a eu notre directeur qui est décédé, directeur de l'observation et l'évaluation, qui est décédé, qui était un statisticien, qui venait de l'INSEE, qui est décédé très brutalement, donc qui maîtrisait R. Il était en binôme avec un de ses collaborateurs qui, malheureusement, c'est une direction qui a mal supporté, voilà, donc qui était aussi en dépression. Et donc, on se retrouve dans une situation où on avait ce binôme qui maîtrisait R, et on l'a plus. Donc là, je suis obligé de faire appel. Et donc, on a des demandes là, effectivement, légitimes de notre tutelle pour effectivement en faire un certain nombre de simulations sur les comptabilités analytiques. On est en difficulté, j'espère temporaire. Et donc ça, par contre, c'est des profils très particuliers. Donc on est en train de recruter. Alors c'est plutôt des gens qui vont venir de l'INSEE, mais c'est des profils très particuliers. Voilà. Donc, mais c'est des profils très particuliers. Donc là, ça fait. Donc j'espère qu'on va conclure un recrutement, mais ça fait. Malheureusement, notre directeur est décédé au mois d'octobre. Ça fait du mois d'octobre on cherche. De même que sur les data scientists, data analysts, c'est des marchés très tendus. Et d'un point de vue de rémunération, Madame la rapporteure, des fois, on n'y arrive pas, quoi. Les gens, on n'arrive pas à recruter, quoi, parce que voilà, pour faire de la data analyst, c'est un marché qui est très porteur et on n'arrive pas à trouver. Donc, c'est un opérateur qui, moi, je n'ai jamais demandé 200, 300, c'est pas ça. Mais je pense qu'on est parfois fragile. On est un opérateur qui a beaucoup de missions, peut-être trop. Alors, je pense que c'est évoqué dans le questionnaire, peut-être qu'on y viendra, peut-être trop dans certaines missions, et qui sont parfois chronophages pour notre opérateur. Donc parfois, on est fragile. La certification, c'est 2300 dossiers qui passent à l'instruction à France Compétences chaque année. Hein. Donc c'est beaucoup. Ça a un peu baissé, mais c'est une commission tous les mois, sauf le mois d'août. On a une commission tous les mois où il y a 200 dossiers qui passent. Donc voilà, et on nous demande de faire du contrôle, ce que je dis, on contrôle les certificateurs, on ne contrôle pas les organismes de formation, mais on contrôle les certificateurs. On n'est pas habilité à contrôler les organismes de formation. Donc on est un opérateur fragile. Moi, je sens qu'on est un opérateur fragile. On nous a demandé beaucoup de choses en 6 ans, qu'on a faites. On a des gens qui sont très, très investis, mais je pense que là, il y a un petit gap de l'ensemble de l'opérateur.
Et oui, on est fragile. Je pense qu'on est un opérateur fragile parce qu'on nous demande beaucoup de choses. Je pense qu'on les fait bien. Et d'ailleurs, l'ensemble des acteurs nous disent qu'on les fait bien, mais on est quand même fragile. Donc, si vous citez l'exemple, on va potentiellement, à l'époque, Madame Borde, ministre du Travail, m'avait demandé de faire un rapport sur les commissions professionnelles consultatives, qui sont des commissions consultatives sur les titres et les diplômes. Et en gros, effectivement, de comment on rapprochait l'enregistrement sur demande, où les critères de la 2010 sont maintenant très exigeants par rapport à l'enregistrement de droit, où effectivement l'enregistrement de droit, France Compétences enregistre les titres et les diplômes des ministères, va simplement regarder que la commission s'est bien réunie, qu'elle a les miennes et qu'ils sont bien en bloc de compétences, parce que c'est une exigence de la loi de 2018. Donc effectivement, il y a un décret qui va bientôt qui a été construit pour que effectivement France Compétences participe aux commissions, au CPC, aux commissions professionnelles consultatives, et donne un avis sur les rapports. Parce que l'objectif, c'est petit à petit qu'on rapproche, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, qu'on rapproche l'enregistrement de droit de l'enregistrement sur demande, qui est une demande très forte des partenaires sociaux, notamment. Bon, moi, j'ai demandé 5 ETP. Bon, j'en avais demandé 8. On m'a dit, il y en a 5, et on me dit, il faut créer un système d'information commun pour les CPC. Il y a 11 CPC. Nous, on a créé un SI comme un certification pro pour la certification qui permet aussi au commissaire de la commission d'avoir les dossiers numériques, tout est numérisé chez nous. On m'a dit, non, vous faites ça à subvention, à ETP équivalent. Moi, j'ai dit, je ne le ferai pas. Donc, moi, je ne sais pas faire. Donc, j'ai demandé 5 ETP. Il y a eu une réunion interministérielle. J'ai eu un bleu. Depuis, plus rien. Donc le décret, il est parti. Moi, j'ai redit à ma tutelle, moi, je ne sais pas faire. Si je n'ai pas 5 ETP, je ne saurais pas faire sur les CPC. Moi, j'ai mes instructeurs. D'une part, c'est un métier un peu différent. Ce n'est pas un métier totalement de l'instruction. Il faut connaître, bien sûr, des référentiels d'activité, de compétences et d'évaluation. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. On a des instructeurs qui viennent plutôt de structures privées. Donc, il faut connaître un petit peu l'environnement de l'État, savoir parler devant une commission. Voilà. Et donc, pour l'instant, moi, je ne suis pas... j'ai mon bleu de RIM, c'est super. Enfin, j'ai tellement vu des cas où là, on avait un bleu et puis après, on passait outre. Donc, j'ai réindiqué à ma tutelle que moi, j'avais besoin des 5 ETP pour exercer cette mission parce que le décret, il va partir au Conseil d'État. Et donc, nous, ça implique de la réorganisation chez nous en interne. Et donc, il va falloir que je trouver des gens sur ces postes-là, c'est un peu particulier. Donc, voilà, c'est une hypothèse. Voilà, je n'ai pas demandé 20 ETP. Voilà. Autre exemple, on va avoir un décret qui effectivement va permettre, dans nos relations financières avec les opérateurs de compétences et les assurances de transition professionnelle, de doter sur besoin de trésorerie. Ce qui n'était pas le cas dans les textes réglementaires actuellement. Donc, c'est-à-dire qu'on faisait des dotations tout trimestrielles qui fait que des fois, on avait des engagements qui étaient trop forts. Ça, c'est un dialogue de gestion. Donc, moi, je n'ai pas été poste supplémentaire, mais effectivement, comme on a des fois du mal à consommer notre plafond d'emploi, parce que ne serait-ce que quand vous avez en ETPT, quand vous avez une période de recrutement vous avez du mal, on gagne comme ça. Mais donc voilà. Donc là, j'ai obtenu un poste supplémentaire de contrôleur de gestion parce que c'est un travail énorme pour nous. Voilà, moi après je ne demande pas, mon objectif c'est pas d'avoir 150, c'est pas ça, mais on est quand même un opérateur qui peut être fragile, voilà. Et donc on a besoin effectivement d'avoir un peu plus de TP, voilà, mais je ne me sens pas demander la lune et je ne demande pas à chaque fois 20-30 ETP, je pense qu'on n'est pas loin d'une bonne maille. Et je rappelle que lors de la création de France Compétences, on était plutôt sur 100. Voilà, donc on n'a pas besoin forcément de plus pour faire le travail qui est les missions de France Compétences. Donc, si j'entends bien, notamment aujourd'hui, ce manque d'effectifs ne vous permet pas de mettre en place les recommandations du rapport IGAS IGESR de 2024, qui notamment vous appelait à renforcer le contrôle de la certification des compétences. Je pense on n'arrivera jamais. Moi, en termes de contrôle, j'ai 2 personnes et j'ai un intérim. Donc voilà. De toute façon, je pense qu'on n'arrivera jamais. Après, la question pour moi, c'est de savoir. On contrôle d'abord les certificateurs. C'est-à-dire que par exemple, un certificateur, dans le cadre il va habiliter un organisme de formation à délivrer la certification. Je prends un exemple, ETS Global.
et certificateur à des titres TOEIC, TOEFL, ben voilà, il va habiliter, effectivement, donc, habiliter des organismes de formation à délivrer TOEFL, TOEIC. Il est lui-même organisme de formation, mais il va habiliter. Donc, voilà. Donc, on n'est pas habilité à contrôler les organismes de formation. Par contre, et c'est le travail qu'on fait avec la CDC, par exemple la Caisse des dépôts et consignations, parce que ça peut être un sujet CPF. La CDC, on a des relations, on a un groupe de travail tous les 15 jours. La CDC, grâce à l'IA, elle est alertée dès que vous avez une consommation très forte sur un titre dans le cadre du CPF. Voilà, si vous n'avez pas fait la consommation qui monte, donc ça peut alerter. Donc nous on regarde et effectivement, qu'est-ce qui peut se passer? On va parfois avoir je prends un exemple, effectivement, quand on enregistre un titre, on va dire, je prends un exemple totalement factice, hein, on va dire, pour être boucher, un titre professionnel, je sais pas, en œnologie, il faut avoir, dans l'enregistrement, 5 ans d'expérience professionnelle. Et donc, la CDC arrive, il y a une consommation très forte sur ce titre, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte en allant notamment, en regardant les organismes de formation sur Internet, on regarde leur communication, ils vont mettre tout public. Et donc ça, nous, on va voir le certificateur et on le met en demeure en disant, si vous ne rectifiez pas la communication de vos organismes de formation, on va vous déréférencer. C'est-à-dire que s'il y a un déréférencement de la certification, c'est automatique sur la plateforme CDC, toute l'offre plateforme sur la plateforme CDC CPF est déréférencée. Voilà. Donc ça, c'est ce travail qu'on fait, mais alors après, bien évidemment, mais donc on n'aura jamais. Moi, je ne sais pas quelle est la bonne maille du nombre de contrôleurs. Est-ce que c'est 10, 20? Donc c'est pour ça qu'on essaye d'agir. Pour l'instant, on essaye d'agir sur échantillon. Alors par contre, on a effectivement, on est alerté. Ça peut être pas un concurrent hein, qui va dire moi, mon concurrent il fait pas bien le travail. Ça peut être, on est alerté par les DRETS. Notamment plutôt sur l'apprentissage, et on essaie de travailler sur échantillons en disant, voilà, ça on sait que cette certification, il y a beaucoup d'organismes de formation, où on va avoir un certificateur qui a beaucoup d'organismes de formation habilités, et quand vous avez un certificateur qui a beaucoup d'organismes de formation habilités, beaucoup, hein, ça peut vous interroger sur sa capacité à contrôler, dans le cadre de la convention qu'il passe entre eux, à contrôler qu'ils respectent bien l'enregistrement dans le cadre de la certification de France Compétences. Après, on n'arrivera jamais, je ne sais pas quelle est la bonne maille, mais oui, si on avait un peu plus de contrôleurs, je pense qu'on ferait mieux, mais ne rêvons pas. On a fait 35 procédures l'année dernière de mise en demeure. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on fait 35 OF, c'est 35 certificateurs, ça correspond à peu près à 2500 organismes de formation. Bien évidemment, un certificateur va avoir de multiples OF. Donc, moi, je préfère, étant donné qu'on n'aura jamais, de toute façon, 10, 15, 20 contrôleurs, c'est de travailler sur échantillons. C'est ce qu'on essaye de faire, soit parce qu'on considère dans ce secteur, on peut avoir des indices où là, il peut y avoir un sujet effectivement, de fraude ou de mauvaise utilisation du CPF, soit comme je disais, on a effectivement des certificateurs qui habilitent énormément d'OF, et là on se dit, quand vous êtes à 2000, 3000 OF habilités, c'est qu'il y a un sujet, ils ne les contrôlent pas. Donc c'est comme ça qu'on travaille, mais effectivement notre réalité c'est 2 contrôleurs et un intérim. Non mais parce qu'au regard quand même des sommes qui circulent sur la formation professionnelle et surtout du fait que c'est une cotisation obligatoire en fait. Enfin, on ne choisit pas, on peut même ne jamais se former au cours de sa vie et on aura quand même cotisé au système de manière obligatoire. Est-ce que vous estimez que les contrôles sont suffisants ? Vous n'avez pas d'idée. Non, mais je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est quoi le bon contrôle suffisant ? Oui, y a des gens qui se forment jamais, il y a des gens qui se forment, voilà. Il y a effectivement une contribution obligatoire. C'est quoi de la qualité de la formation, de tout ce qui se passe, puisque à partir oui, mais du ça, moment... excusez-moi, c'est 2 enjeux différents pour moi. C'est pas la même chose. Là, on peut avoir on a des fraudeurs, on a des gens qui vont jamais se former, ce qui peut être un problème, hein, mais qui n'est pas un problème qui va être résolu par le contrôle. Non, mais ça, c'est un autre sujet. Mais... Voilà. Oui, je pense que
Oui, globalement, oui, il faudrait plus de contrôle. Alors, je rappelle quand même que la régulation du CPF, elle s'est faite maintenant. Donc, on est monté, on avait des engagements. Je rappelle que c'est une ligne ouverte, hein, donc c'est un guichet ouvert. Donc, dès qu'il y a un besoin mais c'est les propres de la réforme de 2018 qui était déjà engagée depuis 2014 quand même. Hein. Donc, on a eu des engagements à 2,7 milliards en 2022. Maintenant, on est à moins de 2 milliards. D'une part parce que il y a deux niveaux de contrôle, parce que nous, en termes d'enregistrement des titres, alors il y a un répertoire métier et un répertoire spécifique. La CNCP, c'est pour vendre France Compétences. La Commission nationale de certification, précédemment, elle avait plus de 80... C'était une boîte d'enregistrement. Elle enregistrait plus de 90% des titres. Donc il n'y avait aucun filtre. Donc on est arrivé... Alors c'est un peu mieux maintenant. Alors le sujet des fraudes, c'est plutôt le répertoire spécifique. Ce n'est pas le répertoire métier. Le répertoire spécifique, c'est toutes les certifications transverses, RH, on peut avoir de la sophrologie, voilà. On a les habilitations pour exercer une activité professionnelle et des professions réglementées. Donc c'est un peu mieux maintenant, mais on rejetait, on était à un taux d'acceptation de 18%. Pour nous, parce que voilà, il y avait manifestement de la fraude et bien sûr un appel d'air effectivement financier dès que effectivement le CPF on finance par l'enregistrement. Donc on a ce premier fil de contrôle qui est très fort maintenant à France Compétences, donc exercé par ces gens. Et maintenant avec la CDC notamment sur le cas des habilitations. Un certificateur ne peut pas rentrer sur la plateforme s'il n'a pas sa liste d'OF habilités. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein. Ils ont raccourci les délais de mise en demeure. Et avec le travail qu'on fait avec la CDC, maintenant, on a effectivement exercé une régulation sur le CPF qui est beaucoup plus forte. Donc maintenant, voilà, nos prévisions budgétaires avec la CDC, c'est 1,9 milliard en 2025. Là, on est, je pense, sur un plateau. Et donc ça, c'est vraiment montrer que c'est la régulation, ça marche aussi. La régulation des acteurs, elle a marché sur le CPF sans pour autant, je dirais, dénier aux personnes, parce que c'est un droit personnel d'exercer, mais voilà, donc l'enregistrement, c'est un critère de qualité. Et effectivement, là, peut-être où il y a encore des enjeux, et je vous rejoins totalement, c'est l'après. C'est effectivement notre capacité. Nous, on voit un peu les OF dans le cadre du contrôle du certificateur, mais je pense que l'enjeu, en tout cas, qui est pris par les ministères, que ce soit Travail, Enseignement supérieur, Éducation nationale, c'est notamment la qualité pédagogique. Et ça, il faut... Alors, il y a des chartes, l'enseignement supérieur fait une charte. Il y a un nouveau décret qui va sûrement sortir bientôt, qui va aller au Conseil d'État sur... on va rajouter un critère d'enregistrement. Il y a 9 critères d'enregistrement pour la certification. Il y en avait 5 avant. Donc, et le décret va rajouter un critère sur la qualité pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, le certificateur, il délivre, il démontre, en tout cas, il informe sur une maquette pédagogique. Ça ne suffira pas, mais c'est déjà un élément nouveau qui n'existait pas auparavant. Après, bien évidemment, c'est... notamment sur l'apprentissage, c'est quoi la maquette pédagogique, mais ça, c'est des... Alors, ça peut être l'objet des DRETS, notamment dans le cadre des services régionaux de contrôle, les CRC, qui ont été bien, je pense, il y a beaucoup moins de personnes dans les services régionaux de contrôle, hein, mais qui étaient plutôt sur des logiques plutôt de contrôle financier, mais qui peuvent... voilà. Et la réforme, c'était notamment... au niveau des diplômes de l'éducation nationale, une sorte de couple entre les représentants des branches professionnelles, les partenaires sociaux, et l'éducation nationale. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment marché. Donc je pense que c'est encore le point à améliorer sur notamment le contrôle pédagogique des formations. Ghislaine, tu as des questions ? Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, pour ce temps consacré à notre commission d'enquête. Merci très belle fin d'après-midi. Je répondrai à votre questionnaire. Je n'ai pas répondu, donc je répondrai avant le 17 avril. S'il vous plaît, merci beaucoup. La commission. Merci à vous. Merci, bon après-midi.